très difficile d'avoir des informations précises sur l'état sanitaire en Syrie aujourd'hui et donc la situation par rapport au Covid-19, puisque officiellement, il n'y a simplement que 4 cas de mort enregistrés officiellement. Et pour ça, il suffit de regarder le bilan qui est dressé tous les jours par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui tient donc un décompte précis de la situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres qui sont relayés par l'OMS sont les chiffres qui sont donnés par les pouvoirs en place. Donc, officiellement, aujourd'hui, la Syrie dit qu'elle a que 4 cas de mort, très peu de cas de personnes infectées, mais il faut tout de suite se préciser les choses, à savoir que la Syrie dispose de très peu de kits qui permet de dépister les cas. Donc ça, c'est le premier point qui est un point important. Donc, on ne sait pas quel est l'état véritablement de l'épidémie dans le pays en dehors de ces chiffres officiels donnés par le régime. Et ce qu'il convient évidemment de préciser également, c'est que le pays est en guerre et que le pays, quand on parle de la Syrie, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut absolument distinguer les zones sous contrôle du gouvernement, la zone nord-ouest, j'entends par ça en particulier la région de Idlib, qui est cette fameuse région qui a subi les bombardements depuis des mois et des mois et qui bénéficie d'une trêve actuellement grâce, si je puis dire, à l'épidémie du Covid-19, et la région nord-est, qui est la région sous le contrôle des Kurdes. Et donc là, nous avons à chaque fois des situations qui sont quand même très différentes en termes d'information et en termes de moyens mis à disposition pour savoir ce qu'il en est de la situation. Donc officiellement, le régime dit qu'il n'y a que 4 morts enregistrés sur le territoire. Mais les informations sont difficiles à obtenir puisqu'on a des régions qui sont extrêmement différenciées. Nous avons un territoire qui est un territoire qui est fragmenté et avec des difficultés pour les acteurs sanitaires à pouvoir être présents dans ces différentes zones pour que l'on sache un peu mieux quelle est la réalité de la situation sur le terrain, quel est l'état des moyens mis à disposition par le gouvernement. Par exemple, quand on prend la région du nord-est, qui est donc la région kurde, cette région kurde est sous administration autonome kurde, c'est une zone qui dispose de très peu de moyens et le gouvernement de Damas n'a pas fait venir un nombre de tests significatifs pour permettre de savoir quel est l'état de la situation. Donc, il faut rester extrêmement prudent sur les chiffres que l'on peut avoir. Évidemment, le régime de Damas aujourd'hui met en avant le fait qu'il n'y a que 4 morts et donc que toutes les mesures ont été prises pour éviter l'épidémie. Mais on voit bien qu'il est quand même un peu surprenant d'avoir un tel discours puisque la Syrie est entourée de pays dans lesquels, en revanche, il y a eu beaucoup plus de cas. Et lorsque l'on sait qu'il y a eu quand même des allées-venues de Syriens ou d'autres nationalités d'Iraniens qui ont pu venir en Syrie lorsque l'on sait que l'Iran est un foyer important de l'épidémie. Mais il est vrai que des mesures ont été prises assez vite pour fermer les frontières et pour éviter donc que le virus ne puisse se répandre de façon importante. Donc, pour l'instant, on a beaucoup plus d'interrogations finalement que de réponses précises sur l'état de l'épidémie dans le pays. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le régime Assad, cette épidémie vient à un moment qui lui permet finalement d'essayer d'instrumentaliser cette crise pour pour réaffirmer qu'il est la seule autorité sur l'ensemble du territoire. Et donc, toute l'aide humanitaire ou toute l'aide fournie doit passer par Damas et éventuellement être redistribuée si les autres zones qui ne sont pas sous son contrôle méritent de bénéficier de cette aide. Donc, on voit bien dans la gestion par Assad de la crise, il y a une visée politique très claire qui est de réaffirmer qu'il est vraiment aux manettes, puisque toute la stratégie du régime maintenant, depuis un an, c'est de reconquérir l'ensemble du territoire pour montrer
que il est le seul à pouvoir avoir l'autorité. Et donc cette crise arrive à un moment qui lui permet d'essayer justement de mettre en avant cette capacité à être le seul interlocuteur valable. Et il joue évidemment de cela avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'interlocuteur du régime, puisque c'est une institution internationale, qui a des représentants à Damas. Et donc les représentants de Damas négocient avec le régime pour pouvoir faire venir de l'aide, donc dans les zones contrôlées par le régime, mais pour accéder aux zones qui ne sont pas sous le contrôle du régime, l'OMS doit avoir l'autorisation des autorités de Damas. Donc vous voyez bien que dans ce cadre-là, il y a une capacité de Assad de pouvoir monnayer le fait d'être l'interlocuteur avec lequel l'OMS gère. Et il y a aujourd'hui un certain nombre d'ONG qui s'émeuvent du fait que dans la région de Idlib, par exemple, qui est donc la région qui échappe au contrôle de Assad, l'OMS n'arrive pas à faire venir suffisamment de kits de protection pour la population et des kits qui permettraient de tester la population. Et donc, on voit bien que le gouvernement de Assad va faire en sorte de garder le plus de matériel possible pour la zone qu'il maîtrise au détriment des zones qui ne sont pas contrôlées par lui. Alors, ce qu'il faut là aussi bien voir, c'est que nous sommes dans un pays qui est en guerre, un pays qui est en guerre maintenant depuis plus de 9 ans, un pays dont les infrastructures sanitaires ont été largement détruites, endommagées, et on a une situation sanitaire qui est absolument catastrophique et qui fait craindre évidemment le pire dans le cadre de cette épidémie. Un chiffre qui est donné par l'ONU qui est quand même très significatif, c'est de dire que 70% du personnel médical a quitté la Syrie depuis le début de la guerre. 70%, ce qui est un chiffre énorme, ce qui veut donc dire qu'ils sont partis parce que ce sont des personnes qui ne voulaient plus vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivaient en Syrie, qui sont donc aujourd'hui réfugiés à l'extérieur, soit dans les pays voisins, soit en Europe ou au Canada. Donc vous avez un système de santé qui est extrêmement fragilisé, non seulement par le manque de personnel compétent, mais par aussi des infrastructures qui ont été détruites, et en particulier les infrastructures sanitaires dans la région de Idlib, puisque, comme on l'a noté maintenant depuis des mois et des mois, les cibles des bombardements de l'aviation russe et de l'armée syrienne dans la tentative de reconquête de cette zone, ça a été de cibler prioritairement les infrastructures de santé. Je parle même pas d'hôpitaux, puisqu'on peut difficilement parler d'hôpitaux, mais de dispensaires ou de centres de soins. Et d'ailleurs, c'est la même stratégie qui avait été mise en place lorsque le régime avait repris la ville d'Alep. Il suffit de revoir le merveilleux, extraordinaire documentaire Pour Sama, où on voit bien que les hôpitaux, ce qui est appelé un hôpital, qui est un centre de soins, est bombardé systématiquement par le régime. Et donc, l'épidémie arrive dans un pays en guerre, avec les 3 zones dont j'ai parlé, et au sein desquelles toutes les infrastructures de santé sont dans un état absolument déplorable. Alors moins à Damas, évidemment, où là qui a pu quand même maintenir un système de soins, alors qui est loin d'être le système de soins que connaissait la Syrie avant 2010, mais vous avez quand même des infrastructures qui existent. Mais en dehors de Damas, Latakia, il y a quelques villes qui ont réussi à maintenir ces infrastructures. En dehors de ça, la situation est donc dramatique et très inquiétante, parce qu'en plus, dans des régions comme la région de Idlib ou dans la région du Nord-Est, vous avez des concentrations de populations très importantes, puisque ce sont des populations qui ont été obligées de quitter leur domicile, leur village ou leur ville d'origine, et qui se retrouvent essentiellement dans des camps, où vous imaginez bien que la densité de la population est telle que si un cas est détecté, ça risque de se répandre avec une facilité absolument terrifiante et sans moyen pour la population de pouvoir se protéger en raison de cette densité, et aussi en raison, là aussi, des infrastructures, pas que de santé, mais des infrastructures de base qui ne sont pas à la hauteur pour permettre à la population tout simplement de pouvoir se laver les mains à chaque fois qu'il en a besoin, parce qu'il n'y a pas d'eau, que l'eau potable n'est pas à disposition. Et ajoutons un autre élément qui complique la situation
et qui rend la situation extrêmement grave, c'est que quand vous dites aux personnes de rester confinées, ça veut dire que ces personnes ne peuvent pas manger, ne peuvent pas avoir la moindre ressource pour pouvoir disposer d'un peu de moyens pour aller acheter de quoi se nourrir. Donc, on voit bien que sur des populations extrêmement fragiles et vulnérables, la question même du confinement n'est pas tenable puisque c'est prendre le risque d'avoir la maladie ou mourir de faim. Donc, on voit bien la situation catastrophique dans laquelle se trouve une grande partie de la population syrienne aujourd'hui, en particulier dans les zones qui sont hors du contrôle du régime, mais même dans les zones contrôlées par le régime, il y a des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles, avec un taux de population qui vit en dessous du seuil de pauvreté qui augmente tous les jours un peu plus. Les sanctions internationales qui ont été décidées contre le régime de Assad sont remises en question aujourd'hui par le régime, qui aimerait évidemment aussi profiter de cette crise pour demander la levée des sanctions afin de permettre l'importation des produits humanitaires. Alors, il faut quand même préciser une chose, c'est que les sanctions permettent l'importation de produits en cas de crise humanitaire. Mais c'est vrai que la difficulté, aussi la difficulté du système bancaire qui est donc confronté à de grandes difficultés pour pouvoir faire venir du matériel pour pouvoir le payer, puisque la Syrie dépendait beaucoup pour cela du Liban, du système bancaire libanais, et que le système bancaire libanais étant dans une situation catastrophique aujourd'hui, qu'il n'y a plus de dollars au Liban et qu'il n'y a plus de possibilité de pouvoir utiliser les devises pour des transactions, eh ben, ça se reporte aussi sur la Syrie. Et donc, la question des sanctions est une question qui est adressée à la communauté internationale, en particulier aux États-Unis et aux Européens, mais qui est confrontée aussi à la question du système bancaire libanais, qui était le moyen par lequel les importations pouvaient se faire sur la Syrie. Donc là, il y a une double question qui se pose. Il y a la question des Européens et des Occidentaux, quand même, qui précisent à juste titre que le matériel humanitaire peut passer et n'est pas soumis à ces sanctions, mais avec la double question qui est celle de l'obstacle du système bancaire libanais qui ne permet pas finalement à ces importations de se faire dans de bonnes conditions. Le cessez-le-feu à Idlib, évidemment, est très important pour tenter ou pour permettre à un certain nombre d'acteurs humanitaires et d'ONG d'essayer de mettre en place un certain nombre de mesures pour limiter les conséquences de l'épidémie si celle-ci arrivait dans la région, qui est une région, donc, comme on vient de le voir, qui est largement sous-équipée ou en tous les cas qui n'a absolument pas les infrastructures nécessaires pour faire face à une éventuelle épidémie. Donc, ce cessez-le-feu a été évidemment très bien accepté par la population qui souffrait de ces bombardements, mais avec le sentiment, cette population aujourd'hui, de se dire qu'ils ont échappé maintenant au bombardement, mais qui risquent de subir les foudres de cette épidémie, donc un sentiment quand même d'un malheur nouveau qui s'abat sur cette population, mais avec effectivement plus de possibilités de la part des ONG à pouvoir essayer de venir avec les contraintes que l'on a abordées tout à l'heure, à savoir comment l'aide humanitaire peut-elle venir, puisque si c'est l'aide humanitaire envoyée par l'OMS, il faut les autorisations de Damas, et les autorisations de Damas qui ne sont pas données facilement, ou alors il faut passer par la Turquie, et qui effectivement, il y a eu un certain nombre de matériel qui a pu passer par la Turquie, mais la Turquie a aussi besoin de se protéger de cette épidémie puisqu'il y a eu quand même pas mal de cas qui se sont déclarés en Turquie et donc il y a la crainte évidemment que l'épidémie puisse passer d'un pays à l'autre et donc des mesures de protection qui sont prises de la Turquie, de fermeture de frontières ou même du côté syrien de volonté de fermer les frontières et donc ce qui complique le jeu ou la possibilité pour les ONG ou pour les acteurs humanitaires de venir et d'essayer d'apporter une aide à cette population extrêmement vulnérable comme on l'a vu. Alors, je dois quand même préciser que l'OMS
a démenti un certain nombre de critiques qui ont été portées à son action en Syrie en disant que l'OMS faisait tout ce qu'elle pouvait pour venir en aide aussi aux populations dans la région de Idlib. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit le matériel arriver dans la zone, c'est vrai que la situation est quand même extrêmement critique pour la population, avec une très forte inquiétude de savoir quand l'épidémie va venir. Alors, est-ce que la région va pouvoir échapper? C'est vrai qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, la population est très jeune à Idlib, puisque beaucoup quand même sont partis, beaucoup de jeunes enfin de personnes plus âgées ont essayé de partir, donc on a une population très jeune. Est-ce que c'est ça qui, pour l'instant, met à l'abri la population de cette région? C'est évidemment beaucoup trop tôt pour pouvoir avancer ce genre d'hypothèse, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont menées pour savoir comment, pour l'instant, il n'y a pas plus de cas. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a aussi quand même sûrement un blackout important qui est en termes d'information, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de circulation de l'information, on ne peut pas cacher indéfiniment une information de la sorte, et que s'il y avait beaucoup de cas, que ce soit dans la zone de la région contrôlée par le régime ou les autres régions, on finirait par avoir ces informations, mais il est peut-être encore trop tôt pour pouvoir savoir exactement ce qu'il en est. Alors la situation dans les camps syriens à l'extérieur du pays est une question qui est aussi préoccupante pour les pays d'accueil. Je pense en particulier à la Jordanie, à la Turquie et au Liban. On sait qu'il y a, par exemple, au Liban, dans certains cas, un couvre-feu qui est imposé dans les camps de réfugiés syriens pour les empêcher de sortir, avec l'inquiétude qu'ils soient porteurs de ce virus et que ce virus se répande. Et c'est vrai que là encore, c'est une question qui peut être instrumentalisée dans certains cas par les autorités libanaises, qu'elles soient autorités à Beyrouth ou les autorités dans les villages directement, puisque, comme vous le savez, il y a régulièrement une contestation de la part de la population libanaise à l'égard de la présence de ces réfugiés syriens. Et donc, l'épidémie est aussi un moyen pour les Libanais, pour ceux qui estiment que le Liban prend une part très importante dans le poids que peut représenter ces déplacés syriens, ces réfugiés syriens, et donc d'utiliser cette épidémie pour essayer de cantonner les Syriens, les déplacer dans les camps pour pas qu'ils puissent en sortir, puisque souvent ils occupent des fonctions ou des petits boulots qui étaient occupés auparavant par des Libanais et avec une main-d'œuvre syrienne moins chère sont plutôt appréciés par les employeurs libanais parce qu'ils les payent moins cher, mais du coup, ça crée des questions, des tensions sociales extrêmement importantes entre les Libanais et les Syriens. Et donc, l'épidémie peut être un moyen de laisser les Syriens dans les camps pour les empêcher de travailler. Mais là encore, on voit bien la difficulté pour ces Syriens, c'est que s'ils restent dans les camps, eh ben, ils n'ont plus de quoi se nourrir avec toutes les difficultés que cela peut impliquer. Donc, il y a une peur de la part des réfugiés syriens dans les camps d'être du coup stigmatisés ou de servir de bouc émissaire dans une situation économique et sociale extrêmement difficile. Et dans le cas du Liban, c'est clair, mais aussi en Jordanie, on va trouver les mêmes difficultés. Et donc, il y a une crainte, une peur de la part de ces réfugiés d'être stigmatisés et qu'on leur fasse porter une responsabilité dans le cadre de cette épidémie, même s'ils ne sont pas évidemment responsables de celle-ci, mais de faire croire ou de dire, voilà, l'épidémie est rentrée à cause de ces réfugiés syriens, c'est eux qui vont nous contaminer. Et donc, on est légitime à prendre des mesures pour limiter leur action, leur capacité à se déplacer dans la région ou dans le pays d'accueil. Et donc, on voit bien que dans ce genre de situation, les déplacés ou les réfugiés sont souvent victimes à double titre. Non seulement ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles et ils n'auront pas forcément les moyens de se protéger face à l'épidémie, mais en plus, le pays d'accueil ou les populations peuvent avoir envie ou besoin de porter leur angoisse sur cette population qui est une population encore plus vulnérable qu'elle et de
leur faire porter une partie de la responsabilité. Donc on voit bien là encore que c'est une situation et ça risque d'être une situation de plus en plus difficile aussi pour les réfugiés syriens dans les pays donc alentours, mais aussi en Europe. On voit bien qu'il y a aussi une grande difficulté pour ces réfugiés de pouvoir rentrer aujourd'hui en Europe avec la fermeture des frontières, puisque la question de la fermeture des frontières est une question qui se pose non seulement dans les pays de la région, mais aussi aujourd'hui en Europe. Et donc, toutes ces portes qui se ferment pour ces réfugiés qui sont encore soumis à des pressions extrêmement fortes dans leur pays d'origine, la Syrie, et qui les conduit à vouloir encore partir en raison de la répression, qui est une répression très forte qui s'exerce encore aujourd'hui en Syrie.